pense que Donald Trump a voulu essayer, a donné une chance aux négociations. Il a donné du temps à ces négociations. Et je pense que cette stratégie a pour sens de maintenant justifier l'étape qui vient après, c'est-à-dire la reprise des combats. Il est allé en Chine, il a consolidé son alliance avec les pays du Golfe, y compris le Qatar. Et maintenant, il va arriver au combat avec plus de légitimité. En disant, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, il n'y a que les combats qui peuvent convaincre le régime iranien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Steve Ohana. Steve, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. À nouveau, on se pose la question de savoir ce que va faire Donald Trump. Le New York Times croit savoir que dès aujourd'hui, Donald Trump pourrait donner l'ordre de reprendre les hostilités contre l'Iran. D'autres observateurs affirment qu'il n'osera pas, qu'il a d'autres moyens de pression, leviers de pression sur les Iraniens. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le clair. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Donald Trump et quel serait l'intérêt de Donald Trump de reprendre les combats dans la conjoncture actuelle? Écoutez, je pense que Donald Trump a voulu essayer, a donné une chance aux négociations. Il a donné du temps à ces négociations. Et je pense que cette stratégie a pour sens de maintenant justifier l'étape qui vient après, c'est-à-dire la reprise des combats. Il est allé en Chine, il a consolidé son alliance avec les pays du Golfe, y compris le Qatar, et maintenant il va arriver au combat avec plus de légitimité Ouais, oui, en disant j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Maintenant il n'y a que les combats qui peuvent convaincre le régime iranien, soit le faire capituler complètement, soit le diviser, le faire arriver à un point de rupture pour que finalement il cède sur le terrain nucléaire. Lorsque on parle de combat, est-ce que ça veut dire que ce sera une opération très intense et très limitée dans le temps, ou alors on va retomber, on va dire, dans ce qui s'est produit au cours des 2 mois de guerre depuis le 28 février. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est... Parce que la question que l'on se pose... On voit des estimations israéliennes qui varient entre plusieurs jours et plusieurs semaines. Donc en fait, personne n'a vraiment la réponse. Alors par contre, la question que l'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les cibles qui n'ont pas encore été touchées par les avions de chasse israéliens et américains? Qu'est-ce que l'on pourrait faire que l'on n'a pas encore fait jusqu'à présent? Alors, je pense que déjà, ça va se focaliser sur Trump appelle la poussière nucléaire, c'est-à-dire les 400 kg d'uranium enrichi, parce que là, c'est un problème très important qui n'est absolument pas réglé jusqu'à présent. Deuxièmement, ça va se focaliser sur la capacité balistique qui n'a pas encore été touchée, ça c'est sûr. Ces 2 points-là sont quasiment certains. Pour le premier, ça va être des troupes au sol de façon quasiment certaine. Et pour le deuxième, ça va être une reprise de bombardement aérien avec peut-être des B-2, l'utilisation de bombes pénétrantes, etc. Parce qu'on sait que les missiles sont enfouis profondément sous terre. Et puis le troisième aspect qui est plus hypothétique semble être les capacités Énergétique. énergétiques. Voilà. Donc la production de pétrole, les centrales électriques. Voilà. Et ça, on sait que ça va appeler de la part du régime iranien une réponse symétrique sur les installations des pays du Golfe. Alors oui, c'est les pays du Golfe qui risquent de payer l'ardoise de cette reprise des combats. Il y a des observateurs, alors il y en a beaucoup qui s'interrogent sur ce que va faire Donald Trump, mais il y en a qui disent que finalement, Donald Trump n'a pas d'intérêt véritable à relancer la guerre, d'abord parce que l'opinion publique américaine, elle y est opposée, mais surtout parce qu'il a un levier de pression qu'il a découvert vers la fin des combats, c'est-à-dire juste avant le cessez-le-feu, c'est le blocus des ports iraniens qui coûte très cher à l'économie et qui affaiblit considérablement l'économie iranienne. C'est pas un levier suffisant pour Trump? Il s'est donné du temps pour voir l'effet de ce levier sur les négociations, à peu près un peu plus d'un mois. Et il a vu qu'il n'y avait pas de signe très clair de rupture au niveau iranien. Il a dû à un moment donné avoir des indices qu'une rupture était en cours. Et puis finalement, cette rupture n'a pas eu lieu.
Donc, en fait, il est obligé d'activer une seconde stratégie parce qu'on ne peut pas non plus rester éternellement dans ce statu quo. Pour les États-Unis, c'est pas très bon. Les midterms approchent. Le prix à la pompe est à 4,50 $ le gallon. C'est haut, c'est haut. C'est proche des prix les plus élevés historiques. On sait qu'aux États-Unis, c'est un sujet très sensible, le prix du pétrole, que ça peut avoir des conséquences électorales. Des membres du Parti républicain commencent à alerter Trump sur ce sujet. Donc, il faut provoquer une issue à ce conflit. Il faut pas le laisser s'éterniser. Donc, je pense pas que le temps joue tellement pour Trump. Alors, parmi les observateurs, j'écoutais une analyse d'un observateur israélien qui est assez connu, qui s'appelle le docteur Guy Bechor, qui disait il y a un autre intérêt, à part le fait que eh bien, ce levier de pression du blocus sur les ports iraniens peut être efficace, c'est que Donald Trump finalement se dit eh bien, si le détroit d'Ormuz reste fermé et si les Iraniens ne l'ouvrent pas, eh bien, moi je peux toujours me proposer comme alternative au pétrole au pétrole des Iraniens ou au pétrole qui circule sur le Golfe Persique en proposant du pétrole américain aux pays modérés, aux pays arabes modérés. C'est quelque chose qui vous semble réaliste? Ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre magiquement l'équation pétrolière, l'équation énergétique du monde aujourd'hui. Il y a pas de baguette magique. Vous avez 10 millions par jour de pétrole qui manquent dans l'addition. Donc, vous n'avez pas 36 solutions. Là, pour l'instant, depuis quelques mois, ce qu'on a fait, c'est pomper dans les stocks Oui. pour pallier ce déficit d'offres de pétrole. Bientôt, ça va être la réduction de la demande, puisque les stocks vont bientôt atteindre le niveau critique. Donc, réduction de la demande, ça a déjà commencé en Asie, ça va venir dans les pays avancés, y compris les États-Unis, ça va faire très mal. Ça veut dire la récession, hein, concrètement. Donc, non, il y a pas. Déjà, Trump a choisi comme stratégie de produire au maximum et d'exporter au maximum vers les pays d'Asie qui importaient du Golfe avant la guerre. Oui. Ça a été une On ne vous entend plus, Steve. Je crois qu'il y a un petit problème technique. On va essayer de retrouver Steve. On le voit, mais on ne l'entend plus. Là, vous m'entendez? Voilà, oui, parfaitement. Voilà, donc Trump a choisi comme stratégie de produire au max et d'exporter au max. Il aurait pu choisir une autre stratégie, c'était d'utiliser le pétrole américain pour protéger son marché intérieur, le prix sur le marché intérieur. Et c'est déjà coûteux, cette stratégie d'exporter le pétrole. Parce que, en fait, le consommateur américain, lui, paye l'addition. Et il y aura un coût politique à ça. Donc, non, non, je crois pas qu'il y ait de baguette magique sur le sujet pétrolier aujourd'hui. La proximité du mondial de football aux États-Unis, ça a un impact. Ça peut être un paramètre qui peut jouer en défaveur d'une opération militaire? Je crois que là, je, 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 Oui. je pense que non. Je pense que non. Je pense que là, Trump est obligé de forcer une issue à ce conflit, de ne pas les laisser s'éterniser parce que sinon, les coûts pour lui-même seront trop importants. Alors, est-ce qu'on peut déjà envisager que, et ça c'est vrai que c'est une question un peu dans le vent comme ça, mais est-ce qu'on peut dire que les Américains et peut-être aussi les Israéliens ont tiré les leçons de ce qui s'est pas passé pendant la première partie, c'est-à-dire du silence de l'opposition iranienne, pour, par exemple, essayer d'armer les Iraniens, l'opposition iranienne, et faire en sorte que la nouvelle frappe, la nouvelle série de frappes qui s'annonce, eh bien, puisse être un prélude à un soulèvement populaire. Alors, je pense que c'est dans l'équation. Simplement, ce qui est très important avant de lancer ce mouvement populaire, c'est que les Bassidj et les gardiens de la Révolution soient suffisamment affaiblis au niveau opérationnel, qui puissent pas, par exemple, avoir accès à des dépôts de carburant, que les routes, que les rails, que tout ça soit très endommagé, que les chaînes de commandement ne soient plus en état de fonctionner et que financièrement, ils soient quasiment plus en état de payer les gardiens de la Révolution et les Bassidj.
Je pense que tant qu'on n'arrive pas à ce point de rupture-là, il est très aventureux de lancer une sorte de révolution intérieure parce que ça pourrait se terminer très très mal, comme ça s'est passé en janvier. Et je pense que un des objectifs de cette seconde opération militaire va être celui-là. Eh bien, on va en rester là. On va bien entendu essayer de voir effectivement au cours des prochains jours si on se dirige vers une opération militaire ou bien si Donald Trump continue de faire souffler le chaud et le froid et peut-être de se contenter de ce levier de pression en fermant les ports iraniens. Merci beaucoup, Steve Ohana. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'université Reichmann, donc à Herzliya. Merci beaucoup pour cet éclairage et on aura l'occasion de se reparler certainement dans les prochaines semaines pour Avec plaisir. mieux Au comprendre revoir, un peu ce Daniel. qui se passe. Au revoir, à bientôt.